Enlève ces médailles de ta poitrine. Ces maudites femmes noires comme toi ne méritent pas d'être reconnues pour autre chose que d'être des esclaves, a lancé la juge McQuyen sans même la regarder dans les yeux. On n'est pas dans un défilé patriotique ici, et encore moins en Afrique. Louise cligna des yeux, incertain d'avoir bien entendu. Elle se tenait droite, son uniforme porté avec une fierté impeccable, ses médailles soigneusement alignées sur sa poitrine chacune témoignant silencieusement d'années de service infatigables. Elle était jeune, à peine trentenaire, avec une peau aussi foncée que la nuit et un visage d'une beauté si saisissante que même les gardes s'étaient retournés pour la regarder lorsqu'elle était entrée dans la pièce. « Excusez-moi, votre honneur, dit-elle d'une voix ferme, bien que son front fût froncé. Ne soyez pas maligne avec moi, mademoiselle Louise, poursuivit le juge, levant cette fois les yeux, l'air déformé par un geste de dégoût à peine dissimulé. Vous n'êtes pas là pour frimer. Ici, dans ce tribunal civilisé, personne ne se laisse intimider. Retirez vos fichues médailles. Votre honneur, ces médailles ont été décernées par le ministère de la Défense, commença-t-elle, sont-on toujours contrôlées? Il l'interrompit avec mépris. J'ai vu des rats en uniforme. Ce que je n'ai pas vu, c'est du respect de la part de gens comme vous, de votre espèce. Alors si vous voulez continuer à parler dans cette salle, faites-le comme un civil. Enlevez ces vêtements maintenant. Il se pencha légèrement en avant. Ou as-tu besoin que quelqu'un les enlève pour toi? Des rires résonnèrent dans la salle d'audience pas forts, ni nombreux mais ils étaient là. Et ils étaient blessants. Chaque rire était comme une gifle, pas drôle, mais révoltant. Et pourtant, personne ne l'arrêta. Ils avaient peur parce que le juge McQuyen était l'homme le plus respecté et le plus protégé de ce tribunal. Je comprends pourquoi ils l'ont accepté dans l'armée, ajouta le juge, scrutant lentement le corps d'Amara sans honte, un regard qui lui ôtait progressivement sa dignité. Avec ce corps, elle n'avait pas besoin de savoir tirer. Elle a certainement fait autre chose pour gagner ses médailles. La mâchoire d'Amara se serra, ses dents se crispèrent. Où vas-tu me dire que tu les as gagnés au combat, ricana-t-il, sa voix dégoulinant de venin. Allons, on sait tous que certains se font tout donner, juste à cause de leur couleur de peau. Par inclusion, comme on dit maintenant. N'est-ce pas, soldat? Il a craché le mot de soldat comme une insulte, et le regard qu'il lui lança ensuite parcourut tout son corps, éhonté et cruel, comme s'il aurait voulu continuer à l'humilier du regard. Il haleta amèrement. Allez-vous retirer vos médailles ou allez-vous continuer à faire comme si c'était une cérémonie de remise de prix? Il a terminé par un petit coup de marteau suffisant sur la table. Elle baissa les yeux un instant, puis releva la tête. Sa main tremblait tandis qu'elle commençait à déboutonner lentement le revers de son uniforme. La première médaille tinta en tombant dans sa paume. La pièce tomba dans un silence absolu. Personne ne respirait. Amara serrait fermement la médaille dans sa main et ne la lâchait pas. Elle serrait le métal, sa poigne inflexible. Puis elle inspira profondément, puisant sa force dans un réservoir caché, et releva la tête. Sa voix était sèche mais ferme. Votre honneur, ces médailles ne sont pas des ornements. Elles m'ont coûté sueur, sang et années de service. Je n'ai aucune raison de les retirer. Je ne suis accusé de rien. Je suis ici parce que j'ai été cité comme témoin dans une affaire civile, et non pour être humilié. Le juge McQuyen s'installa confortablement dans son fauteuil en cuir, croisant les mains de manière exagérée et théâtrale. Il sourit, mais ce n'était pas un sourire de gentillesse ou de civilité. C'était le sourire d'un homme qui se croyait maître de la pièce et de tout ce qu'elle contenait. Oh oui, dit-il d'une voix traînante. Et maintenant, vous allez me donner une leçon de procédure, mademoiselle Louise? Vous allez m'apprendre comment fonctionne un tribunal? Il se pencha avec un sourire narquois. Je suppose que dans votre quartier, élever la voix donne des résultats, mais ici, petite femme, décidez de ce qui est pertinent et de ce qui ne l'est pas. L'atmosphère dans la salle d'audience était devenue glaciale, comme si un vent froid était passé. Vous êtes ici parce qu'un criminel vous a cité comme témoin, et non parce que vous avez quelque chose d'utile à dire. Votre seule contribution est de vous présenter habillé en soldat pour impressionner ce jury. Et ne vous y trompez pas, cela pourrait marcher sur certains. Elle intervint, la voix ferme. Je suis un sergent qualifié ayant participé à 3 déploiements en zone de conflit. Mon témoignage est valable et mes médailles sont légitimes. Je ne me laisserai pas dépouiller du respect que j'ai gagné. McQuyen laissa échapper un rire sec et sans humour. Légitime? S'il vous plaît, ne me faites pas rire.
On sait tous que l'armée distribue des médailles comme des bonbons quand il faut respecter les quotas. Il faut faire de la place pour tout le monde, non? Même pour les noirs comme vous. Puis, baissant la voix jusqu'à un murmure cruel, il ajouta. Et maintenant, si vous ne voulez pas que je vous expulse de cette pièce pour outrage, arrachez ces faux badges et asseyez-vous. Silence. Le mot de badges atterrit comme une gifle sur son visage. Un goût amer lui monta à la gorge. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais d'une fureur qui la dévorait comme une tempête à peine contenue. C'était une rage pure, vertueuse et brûlante qui montait dans sa poitrine comme un œuf sur le point d'exploser. Elle savait qui elle était. Elle savait ce qu'elle avait fait pour mériter chacune de ses médailles. Elle savait ce qu'il en coûtait de rester en vie en Afghanistan. Mais à cet instant, face à un homme blanc au pouvoir et à la langue bien pendue, elle avait l'impression d'être prisonnière d'un cauchemar. Et tandis que la salle d'audience observait dans un silence muet, la caméra du jeune homme, fixée au mur, continuait d'enregistrer. Personne ne savait encore que ces images seraient diffusées à la télévision nationale. Personne ne savait que cette audience allait déclencher une tempête. Mais Amara avait le sentiment, au plus profond d'elle-même, que quelque chose avait changé. Et le juge n'avait toujours aucune idée de ce qu'il venait de déclencher. Il parla à nouveau, cette fois sur un ton indéniablement arrogant, un ton qui montrait clairement qu'il ne se souciait plus de cacher quoi que ce soit. « Qu'est-ce que tu n'as pas compris » grogna-t-il en la pointant du doigt. « Je t'ai dit d'enlever ces déchets. Mais pas seulement ça, jette-les par terre. Ici, devant moi. Devant tout le monde. » Amara cligna des yeux. Personne ne parlait. Personne ne bougeait. Seul le bourdonnement lointain de la climatisation et quelques respirations saccadées rompaient le silence. Le jeune homme qui enregistrait rapprocha légèrement son téléphone. Quelque chose dans son expression trahissait qu'il n'arrivait plus à croire ce qu'il voyait. « Cela va continuer » a déclaré le juge. « Tiens-toi debout comme une statue, ou veux-tu que j'envoie l'huissier à l'aide » ajouta-t-elle avec un rire forcé, voyant que personne dans la pièce ne revenait. « Je ne serai pas surprise. Je suis sûr que tu as l'habitude que les hommes te donnent des ordres, n'est-ce pas, sergent ?» Elle a craché le mot comme du venin. Amara baissa les yeux sur ses médailles. Ce n'était pas que des décorations. C'étaient des noms. C'étaient des souvenirs. C'étaient des nuits blanches passées dans une base improvisée, des nuits à porter des camarades blessés dans la poussière et la peur, à avaler les deux comme des pilules amères. Chaque médaille pesait plus que n'importe quel mot qu'un homme puisse prononcer. Mais à cet instant, dans cette pièce froide et stérile, elle pendait à son cou comme des chaînes. Les doigts tremblants, elle retira la deuxième médaille, puis la troisième. Elle les déposa délicatement dans sa paume, comme si elle croyait encore qu'elle méritait le respect, même depuis le sol. « Je l'ai dit ou pas » interrompit Msekien, fronçant les sourcils. « Elle est sourde aussi. » Amara ferma les yeux un instant, puis se déplaça lentement. Elle tendit la main et laissa tomber les médailles sur le sol froid et insensible de la salle d'audience. Le bruit du métal contre le marbre résonna au sec, sale, inhumain. Plus fort que jamais. Ne les manipulez pas comme des reliques en or. Ce sont des rebuts, et vous le savez, ajouta le juge, la voix pleine d'un dégoût qui fit frémir même l'huissier assis dans le coin, bien qu'il n'osât pas croiser son regard. Amara déglutit difficilement. Ses joues brûlaient, mais pas de honte. Il brûlait sous le poids de tous les regards qui la regardaient, à cause de la haine dissimulée dans la légalité, à cause de l'impuissance d'être mise à nu devant le monde sans aucun moyen de l'arrêter. Msekien s'installa dans son siège avec une satisfaction suffisante, comme si elle venait d'accomplir un devoir sacré. Très bien. Maintenant, Vusfertu ressemble à un civil. Un visage de plus dans la foule. Tu vois comme il est facile de laisser tomber le fantasme? Tu peux t'asseoir maintenant, si tu n'es pas doué pour parler, au moins assieds-toi et décore la salle d'audience. Amara avait à peine touché le siège que la voix du juge brisa le silence comme un fouet. Oh, j'allais oublier, dit Msekien en haussant un sourcil avec une fausse théâtralité. Dans cette salle d'audience, les déchets et les ordures sont interdits. Amara se figea. Lève-toi, ordonna-t-il en frappant le marteau une fois avec un son aigu et tranchant. Elle le regarda, perplexe. Plusieurs personnes tournèrent la tête, comme si elles n'avaient pas bien entendu. Je vous parle, mademoiselle Louis. Levez-vous. Agenouillez-vous et ramassez ces médailles avec votre bouche, comme un animal qui sait se nommer. L'air semblait disparaître de la pièce. Qu'a-t-il dit s'exclama une femme au troisième rang en se levant.
L'huissier s'est déplacé, mal à l'aise, mais n'a rien fait. Personne ne bougeait. Personne ne savait s'ils se trouvaient encore dans une salle d'audience ou s'ils étaient tombés sur une reconstitution grotesque d'une époque plus sombre. « Votre honneur, vous ne pouvez pas faire ça », a crié un jeune avocat depuis les bancs publics. Sa voix tremblait, mais restait ferme. C'est inconstitutionnel. C'est un abus. C'est du racisme flagrant. Msekien le regarda lentement, avec le calme dangereux d'un homme qui sait qu'il est intouchable. Je suis le juge Msekien. J'ai été nommé à la majorité absolue. Tu sais ce que ça veut dire, mon garçon, dit-il avec un sourire dénué de toute âme. Ça veut dire que cette pièce est à moi. Ici, c'est moi qui commande. Ici, ce que je dis est fait. J'ai le pouvoir, et je peux faire ce que je veux. Amara se leva. Elle ne voulait pas pleurer. Elle ne pouvait pas. Mais quelque chose dans sa gorge se serrait, bloquant sa voix. À genoux, elle répéta son ordre. Et avec sa bouche, tout en elle hurla point non, mais quelque chose de plus fort que sa dignité lui serrait la poitrine. Elle savait que si elle refusait, si elle se rebellait, ce qui arriverait ensuite. Il la qualifierait de violente. Agressive. Une menace. Il ferait d'elle la méchante. Elle avait déjà vu ça. Elle savait comment ça fonctionnait. Tremblante, Amara baissa un genou, puis l'autre. Elle se pencha vers la première médaille, celle-là même qu'elle avait gagnée pour avoir prêté main forte sous le feu ennemi au combat. Maintenant, elle devait le ramasser comme si c'était un déchet. Lentement, en retenant son souffle, elle le prit entre ses lèvres. Elle le laissa tomber dans sa main, une lente larme traçant la courbe de sa joue. Elle tendit la main vers la dernière médaille qui gisait sur le sol, lorsque soudain la porte arrière de la salle d'audience s'ouvrit avec un bruit tonitruant. Mais ce n'était pas le bruit qui figeait la pièce. C'était sa présence. Le lieutenant-colonel Davis entra, son uniforme impeccable, la posture droite, la poitrine carrée. Elle traversa la pièce d'un pas ferme et posé. Sa bouche s'ouvrit juste assez pour laisser la fureur s'échapper. Que diable se passe-t-il ici? Tout le monde s'est retourné, même le juge qui, pendant une brève seconde, a semblé désorienté. Amara, toujours à genoux, ne pouvait pas lever la tête. Elle tenait la dernière médaille entre ses lèvres, la boule dans sa gorge si serrée qu'elle pouvait à peine avaler, et encore moins parler. Ses yeux brillants n'avaient plus besoin de verser de larmes, ils en avaient déjà assez dit. « Sergent Louis », dit Davis d'une voix sèche et aiguë, presque militaire. « Qui a donné l'ordre » Elle n'a pas répondu. Elle ne pouvait pas. La fierté qu'elle avait dû ravaler lui faisait plus mal que ses genoux contre le marbre. Ses doigts se crispèrent en poings tremblants. Elle avait envie de crier. Elle voulait parler. Mais si elle ouvrait la bouche, elle savait qu'elle se briserait. « Je vous le demande, soldat », s'exclama Davis, d'une voix ferme teintée d'urgence. « Qui vous a donné cet ordre » Amara leva les yeux pendant une seconde seulement. Son regard suffisait. Il désigna le juge sans prononcer son nom. Cela suffisait à Davis pour comprendre. Le lieutenant-colonel se tourna vers le banc, ses pas délibérés, son visage figé comme la pierre. « C'était toi » demanda-t-elle, sans élever la voix, mais en fendant le silence d'une lame de glace. Tu l'as forcé à s'agenouiller, à ramasser des médailles avec sa bouche. Le juge Monsieur Cuyin s'adossa à son fauteuil, les bras croisés, avec le faux sang-froid de quelqu'un qui s'accroche à un pouvoir qui lui échappe déjà. Il tenta un sourire fragile, forcé. Mais je lui rappelai, calmement et fermement, que c'était mon tribunal. C'est moi qui avais autorité sur la conduite des personnes présentes dans cette salle, pas lui. Et il n'avait en aucun cas le droit de traiter un officier comme un animal. Il rugit alors, une explosion d'indignation, comme si la fureur pouvait prendre le pas sur la justice. Davis, cette fois, ne se retint pas. Sa voix résonna dans la salle, inébranlable. Vous n'avez aucune autorité pour déshonorer un militaire d'active. Vous n'avez aucune autorité pour dégrader publiquement un autre être humain. Msekien ouvrit la bouche, mais Davis l'interrompit avant qu'il puisse prononcer un mot. La limite avait été franchie, et il n'y aurait pas de retour en arrière. Ce n'est plus un tribunal, dit Davis d'une voix basse mais brûlante. C'est un cirque. Et vous, vous êtes le bouffon le plus répugnant que j'ai rencontré en 20 ans de service. Le juge essaya de se lever, son orgueil blessé, son pouvoir s'enflammant en vain. Je suis le juge Monsieur Cuyin. Tu es rien, tout de suite,
interrompit Davis, sa voix tranchant comme une lame. Asseyez-vous immédiatement, avant que je ne vous fasse arrêter pour abus de pouvoir et conduite dégradante devant des témoins civils. Croyez-moi, je peux te faire le. Et je volonté. Pour la première fois, le juge Cuyen hésita. Le silence qui s'installa ensuite n'était pas celui tendu d'une salle d'audience attendant l'ordre du jour, il était plus lourd, plus profond, comme le silence qui précède la rupture d'un barrage. Et puis c'est arrivé. Il ne cria pas. Il ne protesta pas. Son corps s'effondra simplement. Ses mains touchèrent le sol pour soutenir son poids, puis les sanglots surgirent. Ni doux, ni discret, mais des convulsions brutales et saccadées, comme si quelque chose en lui s'était brisé. Les larmes n'étaient pas douces. C'étaient des spasmes violents, assoiffés de chagrin et de honte. « Tu m'as fait sentir » parvint-il à murmurer, s'étranglant à chaque mot, comme un chien. Comme si je n'étais rien. Comme si je n'étais même pas humain. Sa voix se tut. Puis, de côté, Amara prit la parole. Sa voix était brisée, mais imprégnée de quelque chose de plus profond, un souvenir, une blessure. C'était comme regarder mes ancêtres dans les yeux, dit-elle d'une voix tremblante. Ceux qui étaient enchaînés, et contraints de ramper dans la poussière. C'était comme si tout cela m'était soudain revenu, déversé sur moi, d'un seul coup, comme si rien de ce que j'avais fait, rien de ce que j'avais accompli, n'avait jamais compté. Comme si je n'avais jamais cessé d'être point que chose. Le juge Monsieur Cuyen n'eut pas de réponse. Ses lèvres étaient scellées par quelque chose de bien plus écrasant que l'argumentation, la honte. Pas celle d'une personne défensive, mais celle qui vous met à nu devant ceux-là même que vous tentiez de dominer. Son visage, tendu et rouge de fureur, se fissura enfin. Il y avait encore de la rage, mais elle n'était plus justifiée. Elle était blessée, acculée et noyée par quelque chose qui lui était inconnu dans cette salle d'audience, l'humiliation. Le lieutenant-colonel Davis fit un pas en avant, puis s'agenouilla près d'Amara. Il ne la toucha pas. Il ne s'imposa pas. Il se contenta de parler, d'une voix à la fois ferme et douce. « Sergent Louis, levez-vous. Ne vous agenouillez devant personne. Surtout pas devant ce clown en toge. » Amara leva les yeux vers lui, les yeux rouges et brillants. Ses lèvres tremblaient. Lentement, s'appuyant sur ses mains, elle commença à se relever. Toujours en pleurs, mais plus écrasée. Plus vaincue. Davis se tourna, le regard dur, et s'adressa au banc. « Juge Monsieur Cuyen, vous répondrez de cela. » Le juge a essayé de retrouver son calme. « C'est absurde, rétorqua-t-il. Vous n'avez aucune compétence ici. Vous êtes un officier. C'est un tribunal civil. Je suis la plus haute autorité dans cette salle. » Mais Davis était déjà en train de composer un numéro sur son téléphone, ses mains se déplaçant avec une efficacité silencieuse. Lieutenant-colonel Davis. Code 45 Delta. Incident dans la salle d'audience. Tribunal 14, District central. Je demande la présence immédiate du personnel de surveillance judiciaire et de l'agent de liaison du procureur général, niveau 2. Je confirme réception. Les secondes passèrent. Une réponse saccadée lui parvint dans l'oreillette, confirmation reçue. Le juge Msécan se leva brusquement, frappant des deux mains sur la table. « Que fais-tu? Es-tu fou? C'est un abus de pouvoir. » Davis releva la tête. Sa voix, calme et posée, fit l'effet d'une balle en pleine poitrine. « Des abus? Vous avez ordonné à un officier décoré de s'agenouiller et de ramasser des médailles avec sa bouche, dit-il, la voix basse mais tranchante. Ce n'est pas simplement un abus de pouvoir, c'est une humiliation froide, méthodique, calculée, infligée avec une précision qui dépasse le simple mépris. « Tu ne peux pas me toucher, balbutia-t-il. Tu n'as pas le droit. » « Si, répondit Davis, d'un ton glacial, implacable. Oui, je peux. Il s'avança sans la moindre hésitation, d'un pas ferme, chargé d'une certitude inébranlable. Lorsqu'il existe des preuves d'un crime commis dans une salle d'audience, et que la victime directe est un officier en service actif, la compétence est conjointe avec les affaires intérieures. Ce n'est plus seulement votre juridiction. Vous n'êtes pas au-dessus des lois. Personne ne l'est. Il se tourna alors vers Amara. Elle tremblait encore, chaque respiration était courte, hachée, douloureuse, mais elle tenait bon. Quelque chose en elle, lentement, minutieusement, était en train de se reconstruire non pas dans un élan de vengeance,
mais dans une forme plus rare, plus puissante encore, une résilience tranquille, inaltérable. Quelques instants plus tard, 2 agents du département de contrôle judiciaire entrèrent. Leurs pas étaient rapides, précis, sans vacillement. L'un d'eux s'avança, brandit sa carte d'identité et déclara d'un ton neutre, sans la moindre hésitation. Le juge Alan M. Cuyen est officiellement suspendu de ses fonctions dans l'attente des résultats de l'enquête. Vous êtes prié de remettre vos insignes de juge et de quitter immédiatement le tribunal. Le juge pâlit, son teint vira au gris. C'est une blague, balbutia-t-il. C'est impossible. Vous avez le droit de garder le silence, dit l'un des policiers, d'un ton dénué d'émotion. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Alors, dans le silence devenu pesant, presque douloureux, de la salle d'audience, l'homme qui, quelques minutes auparavant, avait osé réduire une femme en uniforme à l'état de marchandise, à celui de poussière piétinée, fut escorté vers la sortie. Il n'y eut ni acclamation, ni rire, ni cri de joie. Aucun miracle, aucune intervention tardive. Il ne portait plus de marteau. Plus de robe sur les épaules. Il n'était plus qu'un homme nu de pouvoir, dévêtu de sa façade. Il croisa Amara sur le chemin de la sortie, mais elle détourna simplement le regard. Non par peur. Non par honte. Mais parce qu'elle n'en avait plus besoin. Il n'existait plus pour elle. Et même si des larmes coulaient encore lentement sur ses joues, quelque chose dans son regard brillait, comme un éclat d'acier revenu de l'enclume. Quelque chose d'inflexible, d'indéniable. Elle se tenait droite. Et plus jamais, non, plus jamais, personne ne la forcerait à s'agenouiller. Le juge Alan M. Cuyen ne remit plus jamais les pieds dans cette salle. Il fut immédiatement convoqué par le comité d'éthique judiciaire du district. Aucune audience publique. Aucun plaidoyer passionné. Aucun débat. Les preuves étaient trop nettes. Trop limpides. Des témoins avaient rédigé des déclarations, signées, claires. La plainte portait la signature du commandement militaire en personne. Le rapport final fut sec, sans fioritures, et terriblement précis, conduite dégradante, abus manifeste d'autorité, violation des règles de procédure judiciaire, discrimination volontaire à l'encontre d'un témoin en service actif. M. Séquan fut suspendu ce même mois. Il tenta de se défendre, de faire appel, de jouer de son réseau, d'exhumer des noms, des titres, des années d'ancienneté. Il parla d'amitié, d'alliance, de loyauté passée. Rien n'y fit. Aucun levier ne put le soustraire au poids immense de ses propres actes. Lorsque vint enfin le jour où il dut vider son bureau, il le fit seul, sans personnel, sans secrétaire, sans compagnon d'infortune, sans même une main pour lui tendre un carton. Il était seul, et chaque pas dans le couloir sonnait comme un adieu. Son nom fut retiré en silence de la plaque de bronze à l'entrée du tribunal. Nul ne l'annonça. Nul ne le regretta. À la tombée de la nuit, la pièce était vide. Aucun discours. Aucune cérémonie. Pas un seul mot. Juste un silence pesant, gêné, collé au mur. Et des portes qui, désormais, ne s'ouvriraient plus jamais pour lui. Amara retourna à sa base sans dire un mot. Elle ne demandait rien. Ni justice brûlante. Ni vengeance. Ni faveur. Elle voulait simplement retrouver ce qui lui avait toujours appartenu, sa dignité, sa place, son rang. Elle n'avait pas besoin de détruire qui que ce soit. Le juge s'était détruit lui-même. Et elle était plus forte que jamais.